Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Merci encore une fois de votre fidélité. Bienvenue à tous et à toutes. Nous sommes vendredi 15 janvier 2021, dernière convocation de la semaine, et bienvenue à tous. Alors, on vous partage cette pensée de Jean-Antoine Petit qui dit ceci: les hommes que les crises politiques élèvent au pouvoir me font l'effet des cerfs-volants qui ne montent dans les airs que pour tirer par les ficelles populaires, portés par le souffle orageux des révolutions et fort embarrassés de se souvenir quand il a cessé. Bonne méditation en cette journée et bienvenue au tribunal de l'actualité. Lukman Sanfo est mon nom. Benabougma, bonjour. Geoffroy Vaha, bonjour. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Benabougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci donc à tous les deux et merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Alors ce matin, on va s'intéresser à deux sujets sur le continent africain. D'abord, cette question de la présidentielle au Bénin qui se prépare puisque la commission électorale a tout cas annoncé le calendrier la semaine dernière et l'élection est prévue pour le 11 avril prochain face à Patrice Talon qui va donc probablement se représenter pour un second mandat. L'opposition s'organise. On a aussi en tout cas des alliances qui se forment justement pour faire front à M. Talon, donc un front anti-Talon qui se met en place, baptisé le Front pour la restauration de la démocratie. C'est une alliance qui a pour effet donc de faire cause commune pour obtenir l'alternance au pouvoir et réclamer un scrutin ouvert et transparent. On va y porter un jugement dès la première partie de l'émission et puis on parlera aussi de cette crise politique en République démocratique du Congo. On l'avait annoncé une fois ici, entre l'ancien président Joseph Kabila et son successeur qui était hier en tout cas en coalition, vivent désormais à couteau tiré. Quel est le regard qu'on peut y porter? Voici les deux sujets. Juste après, le regard des juges au siège sur l'actualité en guise d'avant-propos. Benabougma, c'est à vous pour votre avant-propos. Merci Président. Mon avant-propos va concerner les installations officielles, pour ne pas dire les prises de fonction officielles de nos ministres qui viennent d'être nommés. Donc, Stéphane Sanou, le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, en tout cas, c'est 2 jours, on ne chôme pas. Donc, d'un ministère à un autre, souvent c'est juste pour reconduire celui qui était là. Et d'autres, c'est pour remplacer véritablement parce qu'il y a eu des remplacements. Et donc, si je dis c'est le boulot ces derniers temps. Donc, entre les messages de remerciements et la reconnaissance à l'endroit du président du Faso et de son premier ministre, la promesse de faire mieux que les prédécesseurs, de travailler conformément aux aspirations de la feuille de route qui a été donnée et aussi les félicitations des familles. Je dis c'est dans cette ambiance effectivement que nos ministres sont en train de prendre fonction. Et donc après cela, il faut rapidement aller au charbon parce qu'il y a beaucoup de choses qui attendent. Et donc certains dans ces conditions-là estiment que leur élévation à ce poste, pour ne pas dire leur nomination à ce poste, est en même temps un gain pour toute une région, pour toute une localité, pour toute une communauté, confondant la mission de serviteur de l'État donc à la mission de fils d'une telle localité envoyé à servir. Donc je pense que à ce niveau-là, c'est des erreurs à ne pas commettre parce que vous n'avez pas été nommé au ministre comme une promotion ou récompensant le fils d'une localité, à telle enseigne que même dans les sorties officielles, les pages officielles des ministères, on puisse voir ça. Non, il faut savoir faire la part des choses. Vous avez été appelé à de hautes responsabilités, à de hautes fonctions, mais c'est pour tous les Burkinabés. C'est pour ne pas qu'une communauté sorte et dise nous aussi on n'a pas un fils représenté, parce que c'est là où le danger. Quand des gens sont très fiers de dire que c'est aussi le gain de toute une localité, et les localités qui n'ont pas eu de fils ou de filles dans le gouvernement vont dire quoi? Qu'elles ne sont pas prises en compte, qu'elles ne sont pas des Burkinabés. Non, ce sont ces écueils-là également qui ne facilitent pas aussi le vivre ensemble, où on a le sentiment qu'il y en a qui sont plus Burkinabés parce qu'ils ont un enfant dans le gouvernement et qui maintenant revendiquent qu'il faut qu'on nomme également un des nôtres. On a vu par moments où des gouvernements ont été
mis en place et les localités se lèvent pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas leur enfant là-bas, il n'y a pas ceci. Alors aussi qu'on a vu la limite aussi des enfants prodigues. Il est nommé, mais il ne faut rien pour la région. On a vu ça aussi, puisqu'il n'est même pas venu d'abord pour développer une région. S'il a besoin de ça, il n'a qu'à aller dans sa localité, être candidat et être maire. Parce que c'est le rôle du maire pour ça. Ce n'est pas un maire d'une localité donnée, ce n'est pas un maire de commune urbaine ou rurale. Ceux qui veulent ce niveau local-là, il candidate, il est maire et puis il a des résultats, de bons points pour sa localité et on passe à autre chose. Mais si vous êtes nommé ministre, s'il vous plaît, chers messieurs, passez au boulot et laissez les relents régionalistes. C'était ça mon avant-propos. D'accord. Merci à vous de nous partager donc ce regard sur l'actualité concernant l'installation des ministres nouvellement, en tout cas entrés au gouvernement. Merci. Ça va être au tour de Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. Moi, mon avant-propos va concerner la Centrafrique, sujet déjà en relais ici. Et en son temps, on se posait les questions sur ce qui se passerait après les élections, étant entendu qu'on avait reçu ici l'un des observateurs de ces élections-là. Et ce que nous avons exprimé comme crainte, c'est bien ce qui est en train d'arriver avec la CPC, coalition des patriotes pour le changement, qui attend toujours, qui continue de mettre la pression avec les armes. Il y a eu une attaque mercredi à environ 12 km du centre-ville de la capitale et jusqu'à hier matin où les activités commençaient à reprendre, les boutiques étaient fermées et tout transpirait en tout cas la peur. Et on a l'impression que c'est une coalition qui a envie de faire de Touadéra, si d'aventure, parce que ça attend toujours, si d'aventure la Cour confirme les résultats, de faire de lui un président qui est celui de Bangui et qui aura difficilement la possibilité de régner au-delà de cette capitale-là. Et puis, c'est des messieurs qui ont refusé que les élections se fassent dans les conditions qui étaient celles dans lesquelles ça s'est tenu. Et ils voulaient un report. Il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient demandé. Ça s'est tenu quand même, et cela sans eux, et puis sans un putschiste patenté comme Bouzizé, qui est l'un de leurs soutiens aussi, parlant de ce CPC-là. Et voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a des casques bleus qui sont en nombre, avec les forces russes qui tentent de sauver le pouvoir Touadéra, mais c'est pas simple. Et il y a des populations qui sont un peu prises en otage dans tout ce qui est en train de se passer. Et il y a un couvre-feu qui a été instauré, je pense, de 18h à 5h du matin. Et quand vous entendez le message, vous comprenez que les gens ne sont pas en train de jouer. Ils disent que toute personne qu'on retrouvera de à cette heure-là sera traitée comme un ennemi. Donc comprenez ce qui pourrait vous arriver si vous vous amusiez à le faire. Donc c'est dans cette situation-là que se trouvent aujourd'hui les Centrafricains. Cela préoccupe. Et cela est triste parce que c'est un pays qui est connu pour ses richesses. Maintenant, quand vous êtes en train de vous bagarrer sur votre sol, souvent celui qui fait semblant de venir vous aider est en train de creuser, et après quand vous allez finir votre bagarre, vous allez comprendre qu'il y a plein de trous autour de vous et vous comprendrez les richesses qui vous ont enlevées. C'est triste quelquefois pour notre Afrique, mais on a à nous en vouloir nous d'abord, parce que ce que je pense, c'est que ce qu'on est, c'est ce qu'on a décidé. Et ce n'est pas ce que l'autre a voulu faire de nous. Si cela est arrivé, c'est que vous-même vous l'avez accepté. Et ça, c'est un message à tous nos États, à savoir que c'est pas ce type de bagarre de chiffonnier là qui nous mettent vers l'avant. Et c'est triste encore pour ce pays qui est plein de richesses, mais seulement des richesses naturelles. Tant que vous ne vous entendez pas, il y a des difficultés à pouvoir mettre ça en valeur. Et ça, c'est un autre débat. D'accord. Merci donc à tous les deux pour ce regard sur l'actualité en guise d'avant-propos. Sans plus tarder, nous allons parler à présent du Bénin, puisque dans quelques 3 mois, exactement le 11 avril prochain, les Béninois seront donc appelés aux urnes pour élire leur président. Et face à cette situation, l'opposition est en train de s'organiser, en tout cas pour contrer la réélection probable du président Talon. Et c'est un front qui a été mis en place récemment par l'opposition menée par le parti Les Démocrates de l'ex-président Yayi Boni, en intelligent donc avec d'autres partis. Alors, on a également vu en tout cas une sorte d'organisation au niveau aussi des mouvements qui soutiennent cette action de front commun contre monsieur Patrice Talon. Alors,
on a vu aussi un des partisans de ce front qui s'est prononcé. Il a dit: nous avons choisi ce nom face au péril et au recul démocratique en cours au pays, le Bénin, alors que c'est un pays en tout cas pionnier des conférences nationales en Afrique. Il faut bien une organisation pour qu'on puisse bouter M. Talon hors de la présidence béninoise. Alors quel regard peut-on porter donc de cette dynamique politique dans ce pays? Ben Abougouma, commençons par vous. M. Talon, décrié et présenté comme un boulet au pied donc de la démocratie béninoise. Est-ce que vous partagez déjà cet regard, cette façon de voir les choses? Bon, pas forcément, parce que d'abord il y a une réalité. Le Bénin avait cette particularité qu'on a connue avec les successions de présidents qui, en tout cas, a réussi aussi à avoir un style, je dis bien, dans le fonctionnement de la démocratie, où Kirikou avait le militaire, après qui devient président, donc démocratiquement après les urnes, qui perd, Nicéphore Seglo qui vient, qui revient battre Nicéphore Seglo pour prendre le pouvoir. Donc c'était de façon démocratique à travers les urnes. Pas dans un esprit de revanche, on fait tomber, non. Et après, il y a Iboni qui vient, qui fait son temps et qui part et qui est aussi remplacé aujourd'hui par Talon. Donc sur le plan de l'organisation des élections, le pari a pu être tenu. Sur le plan de vouloir forcer pour avoir une rallonge, les Béninois ont su faire bloc. Donc tout porte à croire que ça va aller, mais même si je dis bien, il faut faire attention, parce que la qualité de la démocratie aussi est fonction de la qualité des hommes qui l'animent. Et donc ici, en tout cas, c'est un Bénin qui a réussi cette stabilité sur le plan démocratique, et aussi qui est cité en exemple de stabilité démocratique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est où parfois aussi les débats sont très enflammés. Avec Talon, lui, il est arrivé avec un autre style de leadership et d'exercice du pouvoir. C'est le monsieur qui part rarement au sommet. C'est le monsieur également qui avait affirmé qu'il ne fera qu'un mandat, mais qui courageusement a entrepris un certain nombre de réformes pour mettre, selon lui, au pas les Béninois par rapport et rappeler la nécessité de travailler, et qui sort parfois avec un discours qui tranche et qui regarde les uns et les autres droit dans les yeux pour leur dire ce qu'ils pensent. C'est aussi ce président qui est venu, qui a rompu aussi avec la façon de faire les tournements Boni Yayi sur le plan de la gestion des affaires et des relations, et qui a rompu avec Bolloré et qui s'est beaucoup plus tourné vers la Chine, donc qui est aussi arrivé à fâcher la France et parfois aussi les médias français. Et donc, à l'opposé de Macron qualifié de Jupiter, lui il est qualifié de dérive dictatoriale et de dictateur. L'autre n'est pas dictateur, il est Jupiter. Nicolas Sarkozy n'avait pas des relents dictatoriaux, c'était l'hyper-président. Et voilà. Donc, mais Touma Boni Talon, Patrice Talon, lui, il est dictateur, il a des relents dictatoriales, il a des dérives dictatoriales. Donc, tout dépend de comment on apprécie, de qui apprécie et de quel contenu on voudra mettre, soit qu'on veut célébrer, soit qu'on ne veut pas célébrer. Donc, j'ai dit qu'il y a aussi son style à lui. Maintenant, traîner comme un boulet de la démocratie béninoise, je ne sais pas s'il faut dire que c'est un boulet ou pas, mais il est à un premier mandat. Il y a le bloc des Républicains qui l'a désigné comme candidat. C'était d'ailleurs en octobre dernier qu'il a désigné comme candidat. Donc on attend, parce que je ne crois pas qu'officiellement il ait dit qu'il est d'accord ou pas. On attend, mais tout porte à croire que s'il n'a pas renoncé et que ce genre de réunion ne peut pas se faire sans qu'il ne soit informé du contenu, parce que c'était réuni en conclave, et parmi les personnalités il y avait des maires, des députés et des ministres de son gouvernement, donc il savait qu'il y avait le qui se préparait pour le désigner comme candidat. Et si ces messieurs-là et ces dames se sont réunis, n'avaient pas eu son autorisation, je ne pense pas que la rencontre aurait eu lieu et que lui soit désigné comme candidat. Donc tout porte à croire que par rapport à sa candidature, les choses sont pliées. Still m'inquiète. Est-ce que c'est un boulet véritablement? Je ne partage pas forcément cet avis. Et pourtant, depuis son arrivée, il y a quand même un certain nombre de mesures qui
porte à atteindre, en tout cas l'analyse de certains observateurs, atteinte à la liberté d'expression, à la liberté même de la vie politique au niveau du Bénin. On a vu cette question du parrainage qui ne laisse aucune alternative véritable à l'opposition, entre autres. Et quelle est votre appréciation justement de la marque talon pour la démocratie béninoise? Quand on écoute déjà ce nouveau regroupement-là, qui par la voix du jeune du Parti démocrate a donc donné les grandes lignes de ce qu'est la vision de ce regroupement d'opposition, il y a déjà les pics qui sont envoyés à l'endroit du président Talon sur sa façon de gérer. Ils disent que cette dynamique de démocratie héritée de la fameuse conférence nationale de 90, c'est quelque chose qu'il a foulé aux pieds. Il n'a pas cessé de mettre à mal cette dynamique-là. Et que pour eux, il y a beaucoup de décisions qui ont été quand même liberticides. Et ça, il faut reconnaître que depuis que Talon est là aussi, je parle avec beaucoup de pincettes, parce qu'avant, il y a eu aussi beaucoup d'autres éléments, mais sous Talon, on a vu que la plupart des élections n'ont pas été si inclusives que ça. C'est pour cela que quand vous regardez, avec les volontés de contestation, il y en a aussi, parlant de cette classe politique, qui est tout pris au piège. Et on a, par exemple, quand vous regardez la question des parrainages qui commence à poser problème, puisque c'est introduit. Talon, il sait que si les 160 mais qu'il y a qui peuvent donc parrainer les candidatures par 16 par candidat, il y a 7 qui sont de l'opposition. C'est-à-dire toute l'opposition confondue ne peut même pas parrainer un candidat. Donc vous comprenez que ça pose problème déjà. Ça veut dire qu'il faut compter avec les élus de son camp pour pouvoir même candidater à ces élections-là. Il y a un problème. Et il y a aussi ce qu'ils ont cité dans leur discours, la question de l'encadrement du droit de grève. Pour eux, c'est liberticide. Donc, avec Talon, c'est vrai, et ça, il le ressort, le dialogue n'a pas été forcément ce qui a été mis en avant. C'est quelqu'un qui gère avec une certaine poigne, c'est-à-dire il décide et il agit et il continue, et peut-être parce qu'il a compris aussi que le camp d'en face c'est des empêcheurs d'avancer, et on trouve toujours des éléments et on met les bâtons dans les roues. Mais à la vérité, la question béninoise, la façon dont la scène politique et sa configuration et les positions se font, cela n'est pas fort différent de ce que nous avons vu dans beaucoup d'autres pays, où on se rend compte que le jeu a l'air ouvert, mais c'est difficile pour ceux qui sont de l'opposition de pouvoir être à l'aise dans ce jeu démocratique-là. Ils sont comme difficilement représentés au niveau des institutions qui sont censées être indépendantes et donc avoir un regard et un arbitrage sur le processus en lui-même. Je regarde un peu le cas ivoirien, regardez un peu le cas guinéen, on vous dira c'est ouvert, l'opposition est représentée au niveau de la CENI, l'opposition est représentée à telle instance, l'opposition est représentée à telle instance, mais ils sont un peu un genre de faire valoir. Et au fond, ils se plaignent du début jusqu'à ce que les élections se fassent, de la façon dont les choses sont menées. Mais après, soit vous y participez avec les tares du système, et puis vous savez un peu ce que vous aurez comme résultat, ou ce que vous aurez à glaner sur le terrain, ou vous décidez de ne pas y participer, et puis vous vous trouvez un peu, comment dire cela, pris au piège, comme par exemple le cas béninois, où vous n'avez que 7 personnes vers lesquelles vous pouvez aller unicolore, pratiquement. Voilà. Et donc ça commence à devenir quand même un peu difficile. Mais à la réalité aussi, avec nos oppositions, qui sont souvent rien d'autre que le non au pouvoir. C'est-à-dire que, même quand c'est bon, ils disent non. Avec ça, est-ce qu'on peut avancer? C'est souvent ça aussi. J'ai pris le cas ivoirien, par exemple. Tout ce qui vient presque de la dynamique voulue par le pouvoir, c'est rejeté du revers de la main, parce que tout le monde y voit le calcul de rester toujours fidèle à des fondamentalistes, à des gens qui, voilà, c'est tant ou rien, donc tout ce qui va venir du camp d'en face, nous on ne veut pas. Quand on veut fonctionner comme ça, on se retrouve aussi après aussi pris au piège. Regardez, quand je prends le cas ivoirien, la présidentielle, ils ont fait front commun, aujourd'hui ils sont en train de faire quoi? Ils reviennent à une table de discussion et puis ils essaient d'arrondir des angles pour faire sortir certains qui ont participé à
un CNT pour essayer de voir comment est-ce que ceux qui ont lancé des appels qui tombent sous le coup de la loi, on peut tenter de les sauver avant de venir même discuter des questions de fond et de parler d'un certain dialogue. Dialogue qui c'est une atmosphère qui a été pourrie de par les positions et la contribution même de l'opposition à arc-bouter les positions sur un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Est-ce que les choses n'auraient pas été tout autres si on avait, par exemple, les grands classiques qu'on connaît de la scène politique ivoirienne qui avaient décidé et accepté de participer aux élections? Peut-être qu'on serait dans une autre configuration. Ils l'ont compris pour la présidentielle, ils savent que tout est perdu. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'arrondir les angles maintenant pour la question des législatives. Mais en temps, la question de la présidentielle, c'est un moment où on fait campagne, où on bat campagne, où on va dans les hameaux, où on se met en jambe pour un autre match. Parce que les législatives, c'est un autre match aussi, c'est une autre consultation électorale. Donc, vous partez sans mise en jambe. Et puis, en temps, vous avez lancé des mots d'ordre où on a vu vos partisans déchirer leur carte d'électeur. Bon, mais depuis un peu en amont, vous avez dit le processus, il est biaisé, s'il n'est pas la peine. Donc, il y a certains qui disent, on ne va pas aller se faire enrôler. Ok, ils ne se sont pas fait enrôler. Ils ont déchiré leur carte d'électeur. Maintenant, vous leur dites, on va participer à des législatives. Vous perdez une partie de votre électorat. C'est-à-dire qu'il y a une erreur de départ. Il y a une erreur de départ. Et le problème, ça, on le voit souvent dans la plupart de nos oppositions et dans la plupart des pays. Quand vous regardez le cas béninois aussi, ça a été ça. Aujourd'hui, on crie à la non-inclusion, mais avant, on a eu des postures pour dire, ok, comme ce n'est pas comme ça, nous, on n'y va pas. Ok, vous n'y allez pas. Maintenant, les choses qui dépendent de vous, les grandes questions qui sont gérées à l'Assemblée nationale, vous dites on vous fait la force. Les grandes questions qui sont gérées d'une certaine façon, vous dites on vous fait la force. Mais vous vous êtes mis en marge pendant pratiquement 5 ans parce que vous vouliez donner le message à la communauté internationale que celui-là, il gère les choses de façon esselée. Et qu'on dise que lui c'est un dictateur et lui c'est un autocrate. Mais est-ce que ça sert votre combat? Parce qu'il y a des moments où il faut continuer de rester en forme. Les consultations électorales, même si vous ne les gagnez pas, c'est des moments de renforcer votre maillage. C'est des moments d'affiner votre positionnement au niveau national. Mais si vous refusez et vous vous mettez en marge parce que vous pensez que c'est la meilleure façon de montrer qu'il y a une gestion non participative des choses, vous vous trompez et après vous êtes pris à votre propre piège. En d'autres termes, la politique de la chaise vide paye cash. Sous nos yeux, ça n'a pas souvent le même impact. Quand c'est vide là même, le monsieur s'est dit ah ok, il n'y a pas de problème. Et puis on continue. Mais après vous êtes obligé de revenir à une table de discussion au nom d'un dialogue. Et bien en temps vous avez beaucoup perdu. Bernard, ce dont dénonce certains cadres de l'opposition politique béninoise, c'est que le processus électoral lui-même semble verrouillé par le président Talon pour donc en venir à ce qu'il soit réélu de façon triomphale. Mais quand on écoute aussi certains cadres du parti au pouvoir, on estime que c'est un faux procès qu'on fait au président Talon parce que jusqu'ici, personne n'est en tout cas empêché de se présenter comme candidat et même le processus même semble ouvert selon eux parce que même la question des parrainages est un faux débat parce que on a la possibilité donc de recourir à des voix au niveau du parti au pouvoir. Tout cela concourt à montrer que le président Talon est dans de bonnes dispositions pour cette élection-là. Ouais, mais la vérité c'est que pour pouvoir avoir le parrainage de ceux qui sont au pouvoir, si vous n'avez pas le quitus du Big Boss, c'est pas évident. Hein. Donc il y a rares qui vont prendre le risque de parrainer au niveau de l'Afrique. Il est de la majorité, prend le risque de parrainer quelqu'un de l'opposition. Au Burkina, lors de la dernière élection, on a vu ces cas-là. Mais souvenez-nous qu'ici, il y a quand même eu une insurrection, il y a eu un coup d'État et puis les choses ont quand même plus ou moins bougé. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas évident. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que ceux de la majorité au niveau du Bénin accepteront parrainer un candidat de l'opposition compte tenu du contexte? Il faut être réaliste, quoi. C'est la question que je me pose. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous pieds et mains liés et que ce n'est pas possible. Mais je reste dubitatif par rapport à la possibilité. Et la question que je me pose, c'est quel courage ce dernier aura effectivement pour pouvoir le faire. Donc, c'est la grosse question. Oui, le système vous permet de solliciter des parrainages d'élus, même de la majorité, mais est-ce que dans les faits, ça va être possible, ça va marcher?
Ça, c'est effectivement une autre paire de manches. Parce que M. Talon est également, dans son camp, pour corroborer ce que vous dites, dit également que ce qu'il a changé, c'est que c'est une ancienne façon de faire la politique, où ceux qui sont au pouvoir, tout comme ceux qui sont à l'opposition, ou les barons de la classe syndicale, chacun trouve son compte en jouant les opposants, en jouant les syndiqués, avec le pouvoir. Mais de façon visible, vous avez l'impression que c'est des gens qui s'opposent ouvertement. Mais il y a des petits arrangements qui, effectivement, arrangent continuellement ceux qui se tardent d'être opposants au régime et ceux qui se disent syndiqués. Là, il a dit. Il dit que lui, il est venu démanteler un système où les uns et les autres avaient trouvé moyen, effectivement, de se satisfaire sur le dos du Béninois, mais en jouant d'autres cartes qui en réalité, pour lui, c'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est venu avec un style propre à lui, qui ne plaît pas à l'ancienne façon, effectivement, de faire la politique. Donc, il y en a qui disent que c'est un faux débat, c'est parce qu'il a secoué le cocotier, il y en a qui ont perdu leurs privilèges, donc, et c'est pourquoi il y a beaucoup de craintes. Mais, comme l'a dit Geoffroy, le système est tellement verrouillé que ça va être difficile pour vous. Vous n'avez pas le nombre, ils ne pourront pas avoir le nombre requis par rapport au parrainage. Parce que ceux qui étaient les vieux opposants ont cru que le petit, comme certains l'appellent, pour ne pas dire le jeune, confondant la gestion des affaires à la gestion de l'État, ne pouvait rien leur faire. Donc il y en a qui ont commis cette erreur, qui ont boudé même les élections, et puis bon, voilà, la suite aussi on la connaît. Donc la politique de la chaise vide, c'est pour dire nous refusons de cautionner une mascarade électorale, nous refusons de cautionner ceci ou cela, et après vous êtes pris au piège, vous vous rendez compte qu'en réalité ce n'est pas de la mascarade que vous avez refusé de cautionner. Vous avez joué à un jeu où vous perdez presque tout, vous quittez l'arène en même temps. Qu'est-ce que vous faites? Et donc je pense qu'il y a donc à l'arrivée, c'est comme dire que ceux qui auront bénéficié de parrainage de partis, donc des élus de la majorité, seront ceux-là même que le président Talon aura comme validé au préalable. Possible, parce que monsieur contrôlant tout, c'est possible qu'ils disent bon écoute, vous pouvez parrainer X ou Y. Peut-être vous allez même. Vous ne croyez pas à une marge de manœuvre des élus? Demander même comment on appelle ça, la permission de président de parrainer tout et tout et tout. Peut-être que vous n'aurez même pas le courage de demander la permission. Maintenant, s'il y a une réunion, il dit bon écoutez, si les opposants vous demandent de parrainer, allez-y, vous pouvez aller. Là, c'est une autorisation qui est donnée, tout en sachant que peut-être les résultats vont pas changer grand-chose parce qu'il a verrouillé effectivement le système. Mais M. Talon, un bon homme d'affaires, il va d'abord regarder, est-ce qu'en parrainant Loukmanou, en parrainant Geoffroy, je ne parraine pas en même temps, je ne fais pas parrainer en même temps quelqu'un qui risque de me battre. Ça, il ne faut pas concevoir la face, un calcul dedans. C'est une compétition. Je vous prête un joueur pour que vous, tout en sachant que ce joueur-là peut venir marquer contre moi. En le prêtant, c'est pas évident. Je dis, bon, comme c'est lui, c'est pas grave, il peut aller. C'est vrai que dans l'histoire du football, il y a des équipes qui ont commis cette erreur, qui l'ont payé cash. Donc, un bon homme d'affaires, Talon va bien regarder ça, il ne faut pas concevoir, il ne va pas fermer les yeux et puis dire allez-y. Voilà. Donc, sinon, il a fait également des fâchés dans les rangs du syndicat. Au Bénin, vous avez 10 jours de grève, droit à 10 jours de grève par an. 7 jours par semestre. Si c'est un semestre, c'est 7 jours seulement que vous avez droit. Dans le mois, vous n'avez que 2 jours pour autoriser pour faire la grève. 10 jours pour toute l'année. Pour les travailleurs civils et publics, semi-publics et privés. Donc ça c'est un autre chapitre qu'on va réserver. Sur le plan des libertés, il y a une atteinte que les uns et les autres dénoncent, mais bon, l'homme dit qu'il est venu changer un système qui n'arrangeait pas forcément le Bénin. Je vais revenir sur cette question de parrainage parce que on voit qu'il y a eu en tout cas des cadres de l'opposition et même de la société civile qui ont porté recours au niveau donc de la Cour constitutionnelle pour qu'il ne soit pas appliqué justement cette exigence de parrainage. Et cette Cour s'est déclarée incompétente. Aux grandes dames donc de l'étonnement de tous. C'est assez ahurissant et étonnant pour une cour quand même censée regarder et trancher sur ces questions aussi capitales. Oui, mais c'est tout ce qui fait qu'on est un peu gêné aussi sur le cas béninois, parce que c'est introduit c'était novembre 2019, la question des parrainages. Mais à une Assemblée nationale, l'opposition n'est pas représentée parce que les critères de 2019 ne lui ont pas permis de pouvoir exister sur le terrain de la contradiction politique et du jeu. Et donc, on a un Talon qui est un peu libre de faire tout ce qu'il veut.
C'est ça la réalité. Et il y a 3 donc, individus qui est au niveau qui pose le problème au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est bien ça. Et elle se déclare incompétente. Alors qu'on sait le caractère, comment on appelle ça, non contestable de ces décisions ou l'impossibilité d'appel pour ce qui est de ces décisions. Donc ça veut dire, comme dirait l'autre, après eux, des game is over sur la question. Mais malheureusement, elle s'est déclarée incompétente. Bon, les Béninois n'ont rien compris. Parce que, en fait, on a une opposition qui n'a pas d'autre moyen pour exprimer ou bien pour peser sur les décisions. Parce que regardez très bien, l'Assemblée nationale, vous n'y êtes pas. Quand on prend le nombre d'élus, parce que députés comme maires peuvent parrainer, mais ils sont en gros 159, 160. Et Talon, il en a déjà 150 dedans parmi. C'est vrai qu'on a entendu Abdoulaye Gounou, qui est la tête du groupe parlementaire républicain, qui est de la majorité en tout cas, dire que eux, ça ne les dérangerait pas, en tout cas de parrainer des candidatures de l'opposition parce qu'ils sont attachés à la pluralité des offres et à la question d'une certaine ouverture. Moi, ça c'est bien beau de dire ça comme parole. Il y a aussi un autre groupe parlementaire, je pense le deuxième, qui a dit qu'ils vont faire une rencontre et puis voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent sauver cette situation. Mais je ne pense pas qu'en démocratie, ce soit la majorité qui s'asseyent pour discuter de voir comment est-ce qu'on va sauver pour qu'il y ait d'autres candidatures à l'opposition que celle de notre... Il y a un problème. Donc il faut dire de façon claire que la loi même qui a été introduite, elle savait très clairement qu'elle verrouillait les choses pour ce qui est de l'opposition. Et c'est là où, quand on a cette nouvelle coalition-là qui dit clairement que Talon ruse, on ne peut pas ne pas l'accompagner, on ne peut pas ne pas avoir partagé au moins ce constat-là. C'est en 2019, c'est-à-dire que vous savez que les élections sont en train de pointer et vous envoyez la question de parrainage pour verrouiller davantage les choses, sachant qu'au niveau de l'Assemblée nationale, c'est fait, les maires élus, c'est fait, c'est géré. Vous voulez quoi encore? Et même ceux qui pourront candidater, ça sera avec l'acquiescement et l'aval des élus de la majorité. C'est quand même abusé. Ça, il faut dire que c'est quand même abusé. Et tous les recours qui ont été faits, ça n'a pas prospéré sur la question. Je pense que pour moi, c'est des éléments dont Talon aurait pu se faire l'économie. Il aurait pu se faire l'économie. Mais vu la manière dont les choses se dessinent, tout porte à croire qu'on ira vers une candidature unique de l'opposition au regard de la difficulté à trouver plusieurs parrainages pour plusieurs candidats. Est-ce que c'est une éventualité à explorer? Je pense que c'est ce vers quoi l'opposition béninoise est en train d'aller. Maintenant, vous connaissez nos oppositions. Il y a le vœu pieux et puis il y a la réalité après. Suivez mon regard, même ici, comment ça s'est passé. À peine les résultats donnés et qu'on s'entendait sur les contestations, dans le fond de certains, ils se demandaient mais par où je vais passer pour aller féliciter le gars là? C'est où le chemin? Je dis l'esprit avait déjà commencé. Donc vous comprenez que c'est vraiment pas simple. Et dans le cas béninois, il est à espérer qu'ils s'entendent. Parce que s'ils ne s'entendent pas, c'est clair que ils ne vont rien peser. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Aujourd'hui, ils ont eu 5 années à exister, pas comme des partis politiques, mais comme des groupements qui n'avaient d'autre choix que la rue ou les plateaux pour venir s'exprimer. C'est-à-dire les espaces qui sont ceux de l'expression démocratique, Assemblée nationale et autres, ils n'étaient pas là-bas. Donc du coup, c'est compliqué pour eux. S'ils veulent peser, ils sont obligés d'aller en rang serré, d'avoir un candidat, parce que là c'est binaire, c'est blanc ou c'est noir, c'est 0 ou c'est 1.
Maintenant, quand vous voulez émietter même les forces en votre sein, ça devient beaucoup plus compliqué pour eux. Et puis bon, vous savez que Talon aussi, pendant ces 5 ans, il ne s'est pas amusé. Demandez à son prédécesseur comment il a blindé comment on appelle ça, la porte d'accès à son domicile. Et il a fallu des appels, des implications au niveau de certains chefs d'État pour qu'ils acceptent de lâcher du lest, pour que l'on puisse sortir et puis après revenir. Beaucoup d'autres opposants, bon, il y en a qui ont eu mal à partir avec la justice, qui avaient beaucoup d'autres choses à régler là-bas. Donc, je veux dire que quand on se dresse comme Talon, Talon n'emploie pas souvent la méthode qui pourrait être celle de vous voyez, il va direct, il va cash, mais ça aussi c'est sa personnalité. Il ne tourne pas et il ne fait pas dans le dos des gens, mais il ne simule pas. Et je pense que l'opposition le connaît bien pour ça. Bernard, c'est vrai qu'on a parlé de front anti-Talon, mais dans les faits, dans la réalité, c'est que c'est M. Thomas Yayi-Boni et deux autres partis donc de l'opposition. Donc il n'y a pas véritablement une adhésion populaire de toute l'opposition. Est-ce que tous les défis ne résident pas là, c'est-à-dire que la capacité de M. Yayi à fédérer les partis derrière lui pour obtenir une candidature et espérer combattre M. Talon aux urnes? Justement, ceux qui posent ce front-là sont tous des hommes politiques, y compris Ajavon, qui était arrivé 3e lors de la dernière présidentielle. Donc la réalité aussi, ce sont des hommes politiques. Et ça joue. Et au niveau de la société civile, parce que dans beaucoup d'autres pays, c'est là où les luttes politiques ont abouti, où les tendances ont été inversées par moment, c'est un parti, pour ne pas dire la grosse partie, est due à la contribution de la société civile. Vous prenez le Sénégal, pour contrecarrer Abdoulaye Wade, c'est vrai que Macky Sall, sur le plan politique, a fait un travail de fond, mais n'eût été la société civile béninoise, avec le mouvement Y'en a marre et autres en avant, dans la conscientisation, ce n'était pas évident qu'il n'aurait pas un 3e bail. Au Burkina Faso, l'insurrection, c'est vrai, il y a des partis politiques qui appelaient, mais c'est beaucoup plus les organisations de la société civile qui mobilisent sur le terrain, qui peuvent aller dans des arrière-cours au niveau des quartiers, reculer la périphérie en campagne pour aller parler directement à des gens. Ce n'est pas forcément l'homme politique. Parce que quand un homme politique vient s'arrêter, c'est lui qui en face de lui voit en même temps l'adversaire de son parti dans une localité donnée. Mais quand un monsieur comme Smo qui vient, ce n'est pas la même chose. L'accueil du message n'est pas la même chose. Donc la réalité, elle est là. Et comme Talon a compris, Talon a tout verrouillé. Je rappelais, il dit, non seulement le droit de grève est retiré aux magistrats, aux policiers et au personnel de la santé. Devant la Cour constitutionnelle donne raison aux syndicats, 2 citoyens béninois saisissent la même Cour sur le même fait et finalement la Cour donne raison au gouvernement. Donc les magistrats, les policiers et le personnel de la santé au Bénin n'ont plus le droit de grève. Ils passent à une autre étape. Là nous étions en juin. En septembre, ils passent à une autre étape. C'est devenu, de la même année, c'est devenu 10 jours pour toute l'année. 7 jours le semestre, 2 jours dans le mois, 10 jours, vous avez épuisé les 10 jours, vous n'avez plus le droit de grève. C'est fini. Il lui fait relire la loi portant la création des partis politiques et durcir les conditions de création même des associations. C'est-à-dire, il verrouille également comment on appelle ça, la pratique pour permettre que de nouvelles associations se créent et tout. Donc il a bien regardé. C'est un bon homme d'affaires, il a bien regardé ailleurs, il a regardé l'action des OSC au Sénégal, au Congo, au Burkina, et il a su régler petit à petit les choses. Pour quelqu'un qui dit qu'il n'a pas besoin d'un second mandat, il est venu juste pour un mandat, donc il verrouille le système. Pour lui, c'est pour empêcher que quelques personnes puissent se retrouver et puis, comment on appelle ça, dire que c'est pour la population alors que c'est pour leur propre intérêt. Donc, M. Talon a su calculer son jeu. Le temps que les Béninois voient venir que c'est vrai, parce que sur la question de la grève, il y en a aussi qui ont dit qu'il a raison, parce qu'il y avait tellement de grèves, les Béninois n'arrivaient pas à travailler, le service public tourne au ralenti, c'est ceci ou c'est cela. Donc, c'est un discours qui avait trouvé une oreille favorable, une oreille attentive
auprès d'une certaine catégorie de la population. Mais en même temps qu'il durcissait les conditions et qu'il verrouillait le système, il verrouille par là, mais lui, sa marge de manœuvre s'élargit. Et ça, il a bien réussi cela. Il a réussi également à mettre à Javon hors touche. Ce dernier saisit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour demander que justice lui soit rendue. C'est rendu en faveur de Ajavon. Le Bénin est condamné à payer plus de 60 millions d'euros. Talon claque la porte de la Cour africaine des droits de l'homme et puis c'est fini. Il dit son pays ne reconnaît plus la Cour. Donc lui, il ne va pas exécuter. Comme Alassane l'a dit qu'il ne va pas exécuter pour Soro. Et puis les deux continuent. Et la vie continue au Bénin. Donc j'ai dit, il a su bien calculer son jeu. Il a limité sur le plan des libertés, mais il savait ce qu'il faisait. Vous faites 10 jours de grève, c'est fini. Vous pouvez lancer 10 jours de grève, il n'y a pas de problème. Au bout de 10 jours de grève, c'est fini. Vous êtes devenu... c'est la loi maintenant qui se met en branle. Donc avec des gens également qui ont peur parce que monsieur, il n'est pas... il joue cash. Est-ce que tout cela, ce sont des velléités de confiscation du pouvoir par M. Talon? Jusqu'à présent, j'ai dit c'est là où il avait bien caché son jeu. Il n'avait pas un deuxième mandat en vue. Il dit qu'il ne veut pas. Et c'est un discours qui a séduit tout le monde. Il dit qu'il faut réformer sérieusement le Bénin. Et qui le mandat unique. Voilà, et qui rencontrait les leaders syndicaux et qui leur disait en face un certain nombre de choses que le Béninois lambda voulait entendre. Et donc, qui dit d'abord, oui, vous êtes des fonctionnaires, mais moi je pense aussi aux mécaniciens, je pense aussi à l'agriculteur, je pense à cela. Donc, le Bénin n'est pas seulement que pour les fonctionnaires. Ce qu'on gagne, ce n'est pas seulement que pour les fonctionnaires. J'ai dit, c'est un discours qui a plu au départ et qui a séduit plus au-delà des frontières du Bénin et qui a eu des admirateurs. Donc, quand un monsieur comme ça dit, bon, de toute façon, il n'a qu'à réformer, il n'a que 5 ans. Quand il va partir, si on revient, on pourra réformer les choses. De toute façon, ce n'est que des réformes. Donc, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, il faut le comprendre, hein, c'est un homme d'affaires, il confond son entreprise à l'État. Donc, et puis, il n'a que son mandat à faire, c'est un mandat, il finit, il s'en va. Il a eu le temps de se préparer. Mais maintenant, est-ce que c'est dans une logique de faire un deuxième mandat, un troisième mandat, un quatrième mandat? Là, c'est une autre interrogation. Voilà. Donc, je dis bien, je reste prudent parce que la qualité de la démocratie aussi, c'est en fonction de la qualité des hommes. Est-ce que Talon va également vouloir franchir ses pas? On attend. Moi, je pense aussi que pendant longtemps, quand on regarde le Bénin est resté quand même un exemple pour ce qui est de la démocratie. Moi, je pense aussi que c'est dommage parce que il y a des restrictions qui ne disent pas leur nom. Une démocratie, c'est là où toutes les forces peuvent s'exprimer lorsqu'il s'agit de consultations électorales. On ne peut pas comprendre que pour ce qui est de 2019, il annonce que les résultats, ça sera le 28 avril. Il y a un code électoral qui a été rafistolé très rapidement, mais qui était très compliqué, qui fait 2 blocs, majorité et opposition, avec une des questions de caution, on parlait de 249 millions. Ce n'était pas simple. Et puis, il y a une opposition qui n'a pas pu même réunir les documents administratifs avant de commencer. Et vous tenez-vous bien, à la fin, on a quoi? 2 partis seulement qui peuvent candidater, qui peuvent aller en compétition pour les législatives. Est-ce que ça, c'est normal? C'est 2 partis de la majorité. Est-ce que ça, députés. Voilà. Est-ce que ça, c'est normal pour les 83 députés? Et ils ont tout raflé. Ça, pour moi, c'est une non-inclusivité organisée. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, on ne peut pas dire que là-dessus, Talon a réussi quelque chose. Et comparaison n'est peut-être pas raison, mais au moins, ça le met à mal. 5 ans avant, pour les mêmes législatives, vous aviez quoi? Une vingtaine de partis politiques. Opposition, partis au pouvoir confondus. Donc, ça veut dire qu'il y a un recul. Et là, maintenant, sur la présidentielle, vous trouvez encore le moyen d'introduire des éléments qui verrouillent encore davantage la participation de l'opposition, si ce n'est qu'à travers votre quitus. Je pense que là-dessus, il y a un vrai recul qu'il faut reconnaître pour ce qui est aujourd'hui de la façon d'agir de Talon. D'ailleurs, est-ce qu'à la lutte où vont les choses, on ne risque pas d'avoir un scénario à la Centrafricaine où on a le principal challenger qui n'arrive pas finalement à déposer sa candidature et éclate une crise politique violente quand même? Non, le Bénin aussi a son histoire. Vous savez,
On n'a pas vu les couteaux sortis aussi facilement récemment. C'est-à-dire même dans les clivages, même dans les contestations et même dans les oppositions, il y a des lignes qu'on n'a pas encore dépassées. Vous regardez cette opposition, elle a toujours continué de ruer dans les brancards, mais toujours en restant, en gardant cette dose républicaine, dans les limites démocratiques, dans les limites républicaines. C'est un peu ce dans quoi ils s'inscrivent. Même, vous l'aurez remarqué, lorsque l'ancien président était acculé et que pour beaucoup c'était quand même une restriction des libertés assez grave et que certains de ses partisans avaient commencé à sortir, c'était pas dans les mêmes proportions qu'on a vu dans certains pays. Il faut espérer qu'on ne franchisse pas ce pas-là pour ce qui est du Bénin. Mais je dis encore, il y a, quoi qu'on dise, Talon qui a sa façon de gérer les choses, mais c'est quelqu'un qui y va cash. Peut-être que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui réussit, mais ça ne grandit pas la démocratie béninoise. Ça, au moins, c'est ce qu'on pourrait retenir. Maintenant, vous êtes autant optimiste que ce processus électoral au Bénin ne va pas engendrer une crise politique sans précédent? Non, je ne pourrais pas le dire, que ça ne va pas engendrer une crise politique sans précédent. Même s'il a verrouillé, puis bon, il y a cette crainte-là, parce que quand les marges de manœuvre sont limitées sur le plan des libertés, il y a de la prudence effectivement à avoir. Donc maintenant à Javon également qui est de l'autre côté, parce que Talon fait subir à Javon ce que Thomas Boni Yahi également lui a fait subir. Donc il va le Bénin, mais pour rentrer c'est difficile. Donc il fallait négocier pour qu'il puisse rentrer. Et puis bon, aujourd'hui il est président. Alors est-ce que c'est la même chose qui va arriver à Javon? Quelle est la marge de manœuvre à Javon? Qui sont ses répondants sur le terrain à même de bousculer l'échiquier politique pour entraîner un bras de fer suffisamment musclé pour qu'on aille à une crise politique sans précédent? Je me pose des questions, mais je ne peux pas dire qu'il peut y avoir crise ou pas, parce que les syndicats ne sont pas d'accord avec la donne. Peut-être qu'ils vont mieux s'organiser. Maintenant, par crainte aussi de représailles vis-à-vis de la loi, si vous épuisez les 10 jours, ça va être maintenant des coupures. Est-ce que les militants pourront tenir autant de temps? Voilà. Et pendant toute cette durée-là. Alors qu'il y en a à qui le droit de grève n'est même plus reconnu. Magistrats, personnel de santé, policiers. Donc, il y a de la prudence à avoir. Mais sur le plan des libertés, en tout cas, ça, il faut reconnaître qu'il a verrouillé. Maintenant, au Bénin, les mandats sont limités. Le mandat présidentiel est limité, pas plus de 2 mandats. Et ils viennent de bétonner d'ailleurs, un président ne peut même plus faire 2 mandats. C'est-à-dire vous avez fini vos 2 mandats, vous n'avez même plus la possibilité de revenir. Là aussi, ils ont verrouillé. Pour les parlementaires, pour les députés, ils ont verrouillé. Ça fait 3 mandats. Après 3 mandats, c'est fini, vous ne pouvez plus être député au Bénin. Donc, ce sont des réformes d'ailleurs qui ont été engagées sous le leadership de Talon, c'était en 2019. L'autre fait marquant, c'est un vice-président élu en duo avec lui. Maintenant, est-ce qu'il va revenir sur sa parole, modifier la constitution pour briguer maintenant un 3e mandat qui peut ouvrir la voie à toutes les incertitudes? Même pour le second, il n'a pas encore donné son... Même pour le second, il n'a pas encore donné son mot, mais je pense que pour la victoire de son camp, les élections c'est en avril. Dans 3 mois. Dans 3 mois. S'il veut faire gagner son camp, à défaut de sa personne, c'est maintenant qu'il doit se décider. C'est vrai que le bloc républicain, parce qu'il a réussi à créer 2 blocs au Parlement, qui sont tous la majorité. 2 blocs. Il y a l'Union des progressistes, qui n'a pas encore désigné son candidat, et le bloc républicain qui a déjà désigné Talon comme candidat. Donc, les 2 blocs, il y a un bloc qui ne sait pas encore, en tout cas, je n'ai pas encore la sortie de l'autre bloc, donc l'Union progressiste, mais le bloc républicain, c'est clair. Maintenant, il n'avait pas réagi jusqu'à présent. Mais si tout porte à croire que monsieur va dire, je vous ai écouté, après avoir pris l'engagement, bon, finalement, je vais être candidat. Je pourrais. Maintenant, je dis, comme nous sommes dans une compétition, il n'est pas obligé forcément de faire gagner, quitte à tricher, celui de son camp. Maintenant que son candidat gagne dans les règles de l'art, là oui. Mais est-ce que Talon va lâcher le fauteuil? J'en doute fort. C'est la question. C'est la question, mais à cette étape-là, je ne pense pas qu'il ne va pas candidater. Mais je reste prudent. Bon, on ne sait pas. Peut-être que d'ici à demain, il viendra dire qu'il ne sera pas candidat.
Et dans tous les cas, nous allons suivre la situation de très près pour justement en apprécier à cette émission le tribunal de l'actualité. Alors, si le Bénin n'est pas encore dans une situation de crise politique, ce n'est pas le cas de la République démocratique du Congo où on a véritablement une crise larvée entre l'ancien président Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi, qui étaient donc en coalition et qui sont désormais à couteau tiré. En tout cas, plus rien ne va entre les deux hommes et leurs partisans. Comment on peut apprécier cette situation? Alors, Geoffroy, commençons par vous. Est-ce que vous faites partie de ceux qui avaient entrevu donc la difficulté de collaboration entre les deux hommes au regard de leur histoire et l'implosion donc de cette coalition au pouvoir? Bon, pour moi, c'était quand même prévisible parce que quand vous regardez, Kabila décide de se retirer, il met Ramazani comme candidat et il essaie de mettre le maximum pour que la machine puisse travailler à son élection. Maintenant, Ramazani a les résultats qu'on connaît avec Tshisekedi qui parvient à passer, alors que quand vous regardez aussi, Kabila s'était arrangé un peu depuis le début pour écarter certains poids lourds et qui n'ont pas pu candidater, qui n'ont pas pu compétir. Mais c'était sans compter avec un Tshisekedi qui aurait pu, peut-être avec le jeu des alliances, reprendre du poids de la bête. Et puis, on a Tshisekedi qui est élu. Maintenant, le problème de Tshisekedi, c'est comment constituer une majorité, parce qu'il y a un FCC, le parti de Kabila, qui est bien en place et qui peut-être a perdu la présidentielle, mais au niveau de l'Assemblée nationale, avait une bonne assise. Donc il fallait compter avec Tshisekedi, qui fait un attelage qui pour beaucoup était mal assorti et un peu contre nature avec Kabila, mais on sentait que ça n'allait pas durer, parce que celui qui s'était retiré dans sa ferme hors de la capitale n'avait pas envie de rester comment dire cela, si loin du palais et si loin des intrigues, même s'il avait rasé sa barbe au début et qui pour beaucoup augurait des gens de soumission, mais la barbe elle a vite repoussé, donc les gens ont compris. Et voilà, venu à un moment donné la cohabitation difficile entre deux messieurs, quelqu'un qui a été président et qui gérait tout pendant longtemps et qui gérait comme certains présidents rêveraient le faire dans une certaine aisance parce que autour on se tait, et il y a quelqu'un qui est venu, mais Tshisekedi, mais qui a beaucoup à faire, parce que l'assise même au niveau du Parlement, c'est parce que c'est là-bas que passe un certain nombre de lois, vous ne l'avez pas et vous êtes obligé de fonctionner par des alliances pour pouvoir continuer d'avoir une main sur cette chambre-là. Et à un moment donné, vous savez, dans ce genre de situation, vous allez comprendre le poids des uns et des autres lorsque viennent des décisions. Et après, on voit qu'avec Tshisekedi et avec Kabila, ça commence à ne pas fonctionner. Tshisekedi fait ce qu'il peut pour pouvoir trouver une nouvelle majorité, mais ça il faut composer avec les autres. Et dès qu'il commence, c'est sans compter aussi avec le retour du bâton de Kabila, mais qui a été aussi pris de coup parce qu'il ne se disait pas que Tshisekedi allait aller jusque là, mais ça s'est fait très vite. Il a désigné quelqu'un pour pouvoir travailler à ratisser l'âge pour qu'il puisse avoir cette majorité. Dès qu'il l'a obtenu, on a vu comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale avec la dame qui a été évincée. On est arrivé, c'est même pas à la porte de la bagarre, on est même entré dans la bagarre. Ah oui, on a vu des violences. On a vu ces violences-là à l'Assemblée nationale, mais Kabila a perdu ce qu'il devrait perdre. Il n'est plus de cette majorité-là. Mais est-ce qu'il est vraiment mis en minorité ? C'est toute la question, parce que regardez même aujourd'hui, Bemba et puis Katumbi, ils avaient jusqu'au 13 janvier pour trouver 13 janvier, c'était hier ou avant-hier? Ils avaient jusqu'au 13 janvier pour trouver des ententes sur la question du Premier ministre, sur certaines questions. Mais jusqu'à hier, il y avait les présidents d'institutions et tout. Parce que à la fin, quand on se met ensemble, c'est ça la réalité du on est ensemble. C'est le partage de qui est où, qui fait quoi, où tu positionnes mon type, c'est de ça qu'il s'agit. Et jusqu'au 13, ils n'ont pas trouvé de juste milieu pour la question, moi j'appelle ça partage du gâteau, ou pour positionner les uns et les autres, et puis raffermir cette nouvelle majorité, raffermir ce nouveau lien qu'ils ont. Donc, est-ce que Kabila ici, lui il attend, il est à côté, mais il est aussi en train d'arrondir, il est en train de voir son offensive, sa contre-offensive. Et c'est dans ce contexte-là que la RDC se trouve. Parce que il y a un président
qui n'a pas toutes les coudées franches. Il est un président, c'est vrai, qui a gagné des élections, mais pour ce qui est des chambres qui permettent de décider, qui permettent de faire passer ce que vous avez promis aux Congolais, eh bien, vous n'êtes pas majoritaire au point de pouvoir faire les choses seul. Et ça, c'est compliqué. Raison pour laquelle certains observateurs avaient prévu que tôt ou tard, M. Félix Tshisekedi allait quand même tenter de s'émanciper des griffes, sinon de l'emprise de M. Kabila. Mais ce n'est pas qu'une question seulement d'émancipation, parce qu'on voit aussi qu'il y a comme une posture d'affront. On se souvient de cette question du relax de 28 condamnés, qui était quand même la ligne rouge qui avait été imposée à Félix dans cette coalition-là. Est-ce que c'est pas... Il n'y a pas eu de la mauvaise foi, on va dire, dans cette histoire? Non, ce n'est pas une affaire de mauvaise foi. Le pouvoir ne se partage pas. Kabila le sait, Tshisekedi le sait, tous les deux le savent. Maintenant, Tshisekedi, comme on appelle ça, savait que pour avancer, il fallait s'affranchir. Kabila sait que tôt ou tard, le jeune va vouloir s'affranchir. Ça, ils savent. Maintenant, comment chacun met ses garde-fous, parce qu'il y a une présidentielle également que les deux voient venir. Donc la réalité aussi, elle est là. Donc c'était aussi prévisible. Les conditions dans lesquelles Tshisekedi est arrivé présageaient également que l'arrimage allait être très difficile. Donc il y a cette réalité également qu'il ne faut véritablement pas perdre de vue. D'accord, on va rendre l'antenne, mais on aura l'occasion de poursuivre donc cette analyse sur la situation, la crise politique en RDC. Merci à tous les deux, Geoffroy Bernard Bougma, et merci à l'équipe de réalisation de cette émission. On vous retrouve donc lundi pour d'autres sujets d'actualité. Prions pour que la paix nous fasse la guerre, et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.